Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité nous accompagne pour tenter d'en parler. Aujourd'hui, je vous amène à faire un focus sur le processus électoral. Où en sommes-nous? Les difficultés? Est-ce que ça rassure? Est-ce qu'il y a des problèmes? Devrons-nous aller avec la même composition? Il y a un certain nombre de choses qui se racontent autour des élections. Nous sommes à quelques mois, ou plutôt à une année et quelques de l'organisation de ces élections. Je voudrais bien qu'on fasse un peu la lumière là-dessus. Quoi de plus normal que d'inviter sur ces plateaux quelqu'un qui est dans le couloir des élections, dans le couloir de l'organisation des élections, qui le suit et qui les observe. C'est Maître Hervé Diakié, c'est Maître. Bonjour. Bonjour cher Perrault et bonjour à tous les téléspectateurs de ces prestigieux plateaux. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous avoir. Notre consultant permanent sur des questions de droit, tout ça. Très sympa quand on appelle, vous répondez. Vous allez bien? Oui, ça va. Toujours porte-parole de CLC? Toujours porte-parole du CLC. Et ancien porte-parole des Congolais debout, qui a mené une très belle équipe dynamique, qui me fait souvent l'honneur de recourir à ce qu'il me prête comme expertise. Et c'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Ne me ramenez pas là-bas, parce que la dernière fois que je vous avais sur ce plateau, je vous ai dit que je venais de recevoir des appels des gens qui se plaignaient de la conduite des Congolais debout depuis que le syndicat est parti. Rassurez-vous, dans très pas bientôt... d'assemblée générale, pas de... L'assemblée générale a eu lieu... Si, il y a eu... À l'époque, je vous avais dit que c'était en cours d'organisation. Finalement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est pourquoi il y a une nouvelle équipe avec une nouvelle organisation. Ah oui. Ça, c'est une information que vous nous donnez. Cette équipe qui a été parmi ceux qui ont prêté main forte à l'organisation de la commémoration en mémoire des syndicats, récemment, le 17 mars dernier, à Mbanzangungu, où il aurait pu avoir 50 ans de sa vie sur Terre, avec la famille, les amis. On a parlé du triple engagement des syndicats, hommes de l'art, hommes de culture, hommes d'affaires et aussi hommes d'engagement politique et citoyen. Ah oui, je suis content pour eux. Qui est président maintenant? C'est toujours celui qui était là ou on l'a Non, maintenant c'est les jeunes Salva Mbele qui a une coordination dynamique. C'est des jeunes avec qui j'ai eu à collaborer à l'époque où j'étais en charge de porter la parole du mouvement et de l'implanter. Et donc vraiment c'est une équipe dynamique. Vous allez très bientôt en entendre parler, mais je ne veux pas leur brûler la politesse. Hein. Ils vont se faire remarquer par eux-mêmes et vous serez extrêmement bien étonnés. Maître Diakié, il y en a tellement des mouvements qui naissent, qui meurent, qui renaissent, qui meurent. Vous êtes depuis longtemps dans le domaine des mouvements, comment on appelait ça, citoyens à un moment donné, des groupes de pression. On crée une grande infiltration du pouvoir, des politiques au sein de ces groupes-là. Ça, c'est la première chose. Et on dit également que ce sont des relais du néocolonialisme. Vous, là, les syndicats, les Filimbi, les Lucha, c'est des mouvements qui, d'une certaine manière, sont des appendices, des maîtres à penser de l'extérieur, qui injectent des fonds là-bas pour contrôler un peu. Vous qui fréquentez ces mouvements-là, vous répondez comment? Je crois qu'il y a beaucoup de désinformation et selon les besoins de la cause, lorsque le mouvement prend des positions qui ne sont pas celles qui plaisent au pouvoir, c'est très facile de dire qu'ils sont le relais ou la cinquième colonne ou bien les porte-parole de l'impérialisme. Il faut rappeler que par exemple nos amis de Lucha, ça c'est vers lorsque le combat contre la modification de la Constitution ou bien le déverrouillage de la limite des mandats de Joseph Kabila s'annonçait, à un moment donné, toutes les activités politiques, les réunions, la liberté des réunions d'association étaient interdites. Nos amis de Lucha se faisaient même arrêter uniquement parce qu'ils organisaient des salongos pour nettoyer les rues ou les caniveaux de Kinshasa. Et vous avez besoin de l'étranger pour savoir que le pays est mal gouverné, ou bien qu'on n'évacue pas les immondices, ou que l'État ne s'occupe pas des priorités sociales de la population. Donc très souvent, c'est les attaques à la désinformation. Mais en même temps, la revendication citoyenne
a ceci de particulier, c'est qu'elle est non partisane. Mais elle est sur les champs politiques. C'est ce qui distingue un peu les mouvements citoyens des autres organisations de défense des droits de l'homme, des ONG de développement, qui sont un peu dans l'action sociale classique. Et de ce fait, effectivement, ça intéresse le politique. Pourquoi? Parce que certains considèrent que certaines proximités entre les animateurs des mouvements citoyens et les acteurs politiques facilitent l'infiltration. Mais nous sommes dans un processus constitutionnel de liberté d'expression, d'association et surtout de responsabilité citoyenne. Les mouvements civiques doivent toujours continuer, c'est important. Ils peuvent être la pépinière qui permet de créer. Et moi, je suis de plus en plus en train d'inciter tous ces jeunes-là à s'engager vraiment. Mais ils brassent des millions de l'extérieur, c'est ça le problème. Ils ont des portes ouvertes dans toutes les ambassades ici, on les voit. C'est là le problème. Je pense que des fois, s'il y a des fantasmes, brasser des millions, on ne peut pas le dire avec autant de légèreté. Vous imaginez, c'est quoi les millions? Non, normalement, d'abord, si vous voyez notre constitution, notre pays a l'obligation normalement d'aider les organisations de la société civile à pouvoir fonctionner et même de les appuyer par des subsides. C'est là où commence la politisation parce que souvent nos gouvernants ont tendance à créer alors des sortes de succursales de leur parti politique à qui ils donnent maintenant des subsides en contournant en réalité cette action. Du coup, vous voyez la fondation telle, les amis de tel, les actions de tel, etc. Mais c'est ça qu'il faut surtout déplorer. Mais c'est une réalité parce que nous sommes encore dans un pays où la notion même de la cause commune a toujours des difficultés, si bien que ce soit un parti politique, que ce soit un mouvement ou quoi que ce soit, c'est davantage incarné par son initiateur et son auteur. Donc dès qu'il décède ou bien dès qu'on est en désaccord avec lui, on vous chasse et d'autres créent un autre mouvement plus ou moins apparenté et chacun va au plus offrant. Ça fait partie des avatars, des tares qu'il faut dénoncer, mais ce n'est pas ça l'essence des mouvements citoyens. Et fondamentalement, il faut de plus en plus encourager parce que dans ces pays, le plus grand problème que nous ayons, ce n'est pas la classe politique. Contrairement, et je sais, je vous étonne parce que vous époumonez chaque jour à dénoncer les dérives de cette classe politique. Nous avons plus un problème de citoyenneté. Nous n'avons pas assez de citoyens qui se considèrent comme copropriétaires de ces pays et s'élèvent pour dire que nous avons assez d'être représentés par un groupe d'individus qui n'est attiré que par l'exercice du pouvoir, même par son exercice, les avantages à jouir du pouvoir, sans la contrepartie de servir le peuple. Et que ces gens-là, nous devons nous lever pour les dégager pacifiquement. Ça, c'est le rôle des citoyens. C'est cette prise de conscience. Et donc, de plus en plus, les mouvements citoyens, je trouve qu'ils ne sont même pas suffisamment assez pour créer, surtout dans notre jeunesse, de qui d'ailleurs viendra les meilleurs sursauts, cet élan-là de citoyenneté. On n'a pas assez de citoyens. Et ça, c'est ça le problème. Quand on regarde la situation au Congo, vous le parlez justement, vous parlez de la citoyenneté, on dit que les peuples n'est pas dupes, le Congolais d'aujourd'hui n'est pas le Congolais d'hier. Est-ce que vous sentez une sorte de maturation, d'émancipation sur le plan de la psychologie, sur la perception de la vie politique aujourd'hui? Est-ce que vous qui fréquentez les peuples qui êtes dans ces genres de mouvements, vous sentez qu'aujourd'hui, on peut croire aux Congolais, les Congolais peuvent se mettre debout pour défendre des causes? Même pas aujourd'hui, de toujours. Le problème, c'est que notre peuple a toujours été trahi par sa classe politique. Mais notre peuple a toujours combattu les bons combats pour son émancipation, sa liberté. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Le 4 janvier 1959, c'était le peuple congolais qui s'est élevé ce jour-là pour dire que nous en avons assez d'être imprimés par le colon et que nous aspirons et désormais il nous faut l'indépendance et nous vous chassons. C'était le peuple congolais. Quand vous prenez les révoltes des étudiants de l'Ovanium, que ce soit en 69 ou en 71, c'était toujours le peuple congolais face à la dictature de Mobutu. Ce qu'on a même enrôlé des forces dans les forces armées. Quand vous prenez les 13 parlementaires qui s'élèvent et qui disent nous ne pouvons pas continuer à être dans un pseudo-État qui se prétend être démocratique alors qu'il est devenu la propriété privée d'un individu et qui en fait incarne à lui tout seul la nation, c'était toujours les peuples congolais. Quand vous prenez ceux qui se battent pour qu'en 90,
il y ait multipartisme, c'est le peuple congolais. Comprenez la marche du 16 février 92, la marche des chrétiens, c'est toujours le peuple congolais. Et quand vous voyez ceux qui accompagnent la libération de Mouzé, c'est le peuple congolais. Quand vous reprenez les jeunes avec les appels du CLC qui se battent, c'est le peuple congolais. Quand vous prenez même la jeunesse qui s'est levée en 2015, lorsqu'on tente d'élaborer une loi qui doit conditionner en fait les élections par les recensements. Donc vous réalisez que ce peuple n'est jamais resté amorphe. Ce peuple n'est jamais resté dupe. Mais il a toujours, donc dans toutes les séquences que je viens de vous citer, c'est que le peuple crée les conditions, mais ceux qui doivent transformer l'essai, ceux qui doivent tirer les dividendes, ceux qui doivent maintenant organiser, c'est pourquoi ils ont accepté de mourir et d'affronter à main nue, des fois, une répression meurtrière, ce sont les politiques. Et en ce moment-là, les politiques sont dans la recherche effrénée des avantages du pouvoir et non dans la traduction en acte des aspirations de ces peuples. Mais ce peuple, justement, n'est pas dupe parce qu'il n'a jamais laissé tomber les combats, en dépit de toutes ces trahisons-là. Et commettra une erreur fatale. C'est lui qui pourra compter sur une distraction, sur une rénonciation ou sur le fatalisme de notre population. Parce que quand ces peuples se réveillent toujours d'une manière qui est très douloureuse pour ceux qui avaient compté sur son inertie. On verra, on verra. Maître, je vous ai fait venir ici parce que j'ai vu, vous, avec quelques mouvements de la société civile, œuvrant dans les secteurs des élections, vous avez été reçu récemment par une grande délégation des Nations Unies. La délégation était chargée de l'évaluation des besoins électoraux. Je voudrais qu'on parle un peu des élections en RDC. Mais il s'agissait de quoi exactement? On a l'impression que c'était une réunion exclusiviste où j'ai même entendu dans les réseaux sociaux certains se plaignent, se plaindre plutôt. On a choisi des gens triés à la volée sans pour autant, vous les privilégiés, les élus, qu'est-ce que vous avez de particulier pour rencontrer ces délégations-là? Et vous avez parlé de quoi exactement? Alors, d'abord, il faut préciser, cette délégation, c'est le département qui est rattaché au service du secrétaire général des Nations Unies, qui s'occupe des processus électoraux dans le monde. Et donc, ils ne viennent que sur requête des partis membres des Nations Unies, en l'occurrence, l'État congolais. Et ça coïncide avec quelque chose, si vous permettez. Quand cette délégation vient, il y a aussi une déclaration très importante de l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Madame Linda Thomas. La nouvelle, là. La nouvelle qui a succédé à Nikki Haley. Et donc, cette dame, notamment, parle de la situation sécuritaire au pays et la nécessité de continuer à appuyer tous les combats liés aux sanctions sur les pillages de nos ressources et tous les troubles qu'il y a à l'Est, mais surtout elle marque la disponibilité des États-Unis au sein des Nations Unies pour que nous puissions avoir des élections qui soient libres, crédibles, transparentes et inclusives. On va peut-être déterminer tous ces termes tout à l'heure là, mais voilà le contexte déjà international par rapport à la situation de notre pays. Et donc, effectivement, nous sommes invités, sélectionnés, comme vous dites là, mais bon, c'est pas un grand privilège. La délégation est venue, elle a rencontré le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président de la CENI. Je ne sais pas s'ils ont rencontré les chefs de l'État ou pas, ou le Premier ministre, je ne sais pas le dire. Toujours est-il qu'elle a aussi rencontré les différentes confessions religieuses. Elle a tenu à rencontrer les organisations de la société civile qui ont pour une spécificité de s'occuper des questions électorales, notamment des structures qui forment des observateurs, qui ont déjà observé les processus électoraux ou qui ont une action citoyenne sur la question électorale. On a eu les CC, on a eu la commission justice et paix de la Cinco, on a eu les Simoncel, évidemment, il y a eu les CLC notamment. Alors, pour lequel vous étiez là d'ailleurs, vous. Exactement, oui, j'ai été délégué à ce titre. Les trois questions sur lesquelles nous sommes apaisantis concernaient notamment la situation du contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport au processus électoral, les contraintes liées à cela et aussi quelles sont les perspectives, les pistes de solutions que nous pouvons suggérer par rapport à ces éléments-là. Alors si vous voulez, rapidement, je vous parle déjà de la question du contexte. Je veux dire, si un mot doit résumer les contextes actuels, c'est la défiance.
La défiance. La défiance. La défiance entre les acteurs politiques, d'abord, et des acteurs politiques vis-à-vis de la CENI. Nous expliquons. Premièrement, le processus de désignation du président de la CENI a créé un discrédit sur la neutralité, l'impartialité de lui d'abord le président et de l'institution qu'il préside. On ne va plus revenir sur... Ça, c'est un refrain habituel. Oui, oui. Mais on n'invente pas le monde. Ça a toujours été comme ça. Et on a tous les processus électoraux dans lesquels on n'est pas. Nous parlons même l'essai Apollinaire Malou Malou a été élu dans ce contexte-là. Le contexte, il est important de le connaître. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais lorsque vous revenez là-dessus, vous comprenez que effectivement, à cause de ça, nous faisons toujours du surplace. Nous faisons du surplace. Donc, il y a un moment donné, il faut mettre les doigts dans la plaie et commencer à se dire, c'est le moment de soigner. J'ouvre la parenthèse. Oui. Vous allez continuer sur ça. Vous pensez qu'à l'heure où nous parlons, nous devons revenir sur la question de la désignation de Denis Kadima? C'est totalement, ça, c'est terminé. C'est totalement de la politique fiction. Non, mais parce que le PPRD dit qu'il ne va pas aller aux élections avec ses Je ne suis pas porte-parole du PPRD. Vous êtes de société civile, je pose des questions. Mais permettez-moi d'abord de fixer les cas de l'entretien. Et vous, là, en fait, vous abordez la question des perspectives que nous suggérions. Donc, on donne d'abord le contexte. Effectivement, si le PPRD est en train de dire ça, donc il y a une défiance. Ça ne fait que corroborer ce que je viens de dire tout à l'heure. Les acteurs politiques sont défiants vis-à-vis de la CENI. L'autre défiance, donc ça c'était les présidents, mais y compris les membres du bureau de la CENI. Ils ont été désignés exactement dans un processus de débauchage. Donc vous imaginez si la CENI doit inviter un cadre de concertation avec les partis politiques, et que les partis politiques voient dans ces bureaux-là des gens qui ont été désignés au nom de ces partis, alors que ces partis ne les ont pas désignés. Quelle crédibilité même psychologique ils peuvent accorder à l'institution, alors que les membres qui en font partie sont des fruits vivants d'une tricherie, d'un processus galvaudé, d'un débauchage. Vous comprenez? C'est des éléments importants qu'on ne peut pas négliger. Ça fait partie du contexte. Alors, là, j'ai abordé plus la défiance des acteurs politiques, du moins de l'opposition vis-à-vis de la CENI, et y compris, donc la CENI est considérée comme une structure qui n'a aucune indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, vis-à-vis du régime de Félix Tshisekedi, qui est président en exercice et candidat à sa propre succession. Je dis un peu, c'est le président candidat et le candidat président. Donc, ça, c'est le premier contexte. Donc, on a une CENI caporalisée d'une certaine manière. Évidemment, c'est ça la Ça, c'est le contexte, ça, c'est la vérité. Exactement. Deuxièmement, entre acteurs politiques aussi, il y a de la défiance et de la méfiance. Aujourd'hui, vous avez l'Union Sacrée qui a des querelles intestines entre certains animateurs qui se disent qu'on doit partager ou non les bilans. Okay? C'est un problème, ça fixe le contexte. Et vous avez aussi ceux qui ne sont pas de l'Union Sacrée, mais qui ont des partis débauchés, qui sont au sein de l'Union Sacrée, tout en se disant, eux, être de l'opposition. Notamment le cas du PPRD, vous avez des membres, des élus qui sont Union Sacrée, alors que le PPRD, dont vous venez de citer la position, ne se sent pas concerné par des gens qui ont été débauchés. Donc vous avez là un contexte. Ce contexte politique, il faut l'ajouter au contexte social et sécuritaire. Je prends les derniers contextes. La résurgence des M23, les résultats mitigés de l'état des sièges et la grogne sociale qui a notamment valu la chute du ministre de l'économie, la hausse de prix, la question des salaires des professeurs, les grèves au niveau de l'enseignement supérieur et ailleurs. Donc, et la morosité qu'il y a dans la vie. Donc ça, c'est le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Et je n'ai même pas la prétention d'être exhaustif, mais ça fixe plus ou moins les cadres dans lesquels nous nous retrouvons. Donc on est un peu dans le noir quand on parle de contexte. Il n'y a pas d'horizon, le contexte n'est pas bon. On est dans une situation tendue. Or, les élections sont déjà une période qui peut être extrêmement passionnelle et qui peut même amener, si ce n'est pas bien géré, de la confrontation. Donc c'est dangereux de se retrouver là. Un autre élément politique important, nous avons sur le plan institutionnel les structures appelées en fait à élaborer les règles du jeu, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ont leurs membres qui ont déjà pris position en faveur du président candidat et candidat président Félix Tshisekedi. Donc, la majorité des institutions chargées d'élaborer les règles du jeu des élections du futur est partisane. C'est normal, c'est ça la politique. Mais dans ce cas,
ils n'ont plus vocation à élaborer des règles du jeu qui doivent être impartiales. Parce que vous ne pouvez pas à la fois décider d'être de l'équipe nationale et d'être dans la fédération. Il faut choisir. Si vous êtes dans la fédération, vous êtes l'organisateur du cadre des compétitions. Mais si vous jouez dans une équipe, vous êtes partisan. Donc vous êtes aussi partie prenante. Or, les députés vont élaborer la loi électorale. Ils vont élaborer les règles du jeu des élections du futur en se fondant sur une majorité issue des anciennes élections. Ça va être problématique. Donc, il faut trouver un cadre extra-parlementaire où les gens vont se parler et lever les grandes options qui seront traduites alors en loi au sein de l'Assemblée. Et c'est ça les problèmes qui nous amènent aux questions de contraintes. La plus grande contrainte que la CENI a, c'est d'abord, c'est pas elle qui élabore les lois. Et donc, la contrainte législative. Les contraintes législatives, pas seulement parce qu'on peut parler de logistique et surtout financière, ça va venir, mais les législatives, c'est important parce que la CENI ne peut pas fonctionner sans les lois, quoique nous ayons déjà une loi électorale. Et les velléités de modifier la Constitution, nous en avions discuté dernièrement, ce qui fait que on a pensé, en tout cas certaines organisations de société civile ont pensé, et notamment les CC, d'éviter tout débat de modification de la loi électorale qui aura une incidence sur la modification de la Constitution. Pour ne pas ouvrir la brèche à des apprentis sorciers qui ne cherchent que cette occasion-là pour jouer au pyromane juridique. Donc on reste dans la limite de ce qui a déjà été fait. Oui, notamment donc, alors qu'on aurait bien voulu... Donc on ne parlait pas des deux tours, c'est ça le problème. Exactement. Qui est d'ailleurs une promesse de M. Tshisekedi. Exactement. Mais qui... Vous-même, vous avez prêché plusieurs fois aussi pour le deux tours. Parce que là, vous avez des présidents qui sont élus de manière illégitime. Exactement. Et surtout, même s'ils sont élus, leur légitimité est réduite à cause du pourcentage engagé. Je suis partisan des deux tours, mais je comprends la sagesse qui préside au fait que si nous ouvrons la brèche de toute modification constitutionnelle, nous allons permettre à des pyromanes juridiques de venir incendier la maison. Et ça, nous n'en voulons pas. Vous les appelez quoi? Des braconniers de droit. Il y a des braconniers de droit. Ils vont venir en profiter alors que ce n'est pas la saison de la chasse, et ils vont même aller attaquer les espèces qui sont protégées. Notamment les verrous constitutionnels, la limitation des mandats. Donc nous ne sommes pas partisans de ça. Faites la loi électorale, mais restez dans les limites qui ne vont pas nous amener à toucher certaines dispositions de la Constitution. Exactement. Vous avez bien résumé la problématique. Donc ça, c'est la contrainte législative. Or, les calendriers législatifs a ceci de particulier, c'est que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore en train d'examiner ces questions. Or, il y a des échéances constitutionnellement fixées, notamment les élections présidentielles, qui doivent se tenir 90 jours avant l'expiration du mandat du chef de l'État. Donc si on part du principe que le président Tshisekedi a prêté serment de mémoire le 24 janvier 2019, donc 3 mois avant le 24 janvier, nous serons au 23 septembre 2023. Il faut appeler déjà le corps électoral. Au plus tard. Donc, soit on peut le faire plus tôt, mais on ne peut pas dépasser. Parce que 90 jours avant l'expiration, c'est l'ultime. Après, on entre à 89, à 88, etc. On n'est plus dans la Constitution. Donc ça, c'est une nécessité à intégrer qui risque de nous amener dans ce que nous refusons, dans ce qu'on a toujours contesté, les glissements, qui n'est pas un cas de force majeure, parce qu'ici, on n'est pas dans une situation extérieure qui était insurmontable et imprévisible. Nous sommes dans des questions prévues par la Constitution et des moyens qu'on était censé doter à la CENI. Et nous rentrons donc dans la question de la CENI aussi pour les moyens financiers. Nous avions constaté la CENI qui est en train de pleurnicher parce qu'elle n'est pas dotée des moyens nécessaires à sa politique. Et nous avons vu la querelle totalement inquiétante entre les ministres des Finances et les présidents de la CENI sur une question des véhicules où le ministère des Finances voulait passer par les BCECO et passer des commandes. Or, c'est très dangereux. Parce que la CENI est dotée d'autonomie administrative et financière. C'est bien une volonté du constituant. Et la CENI est créée par une loi organique qui a la même valeur que la Constitution. Donc ce n'est pas pour que nous puissions avoir une tutelle. Si elle a été indépendante, c'est parce qu'elle ne doit pas dépendre de l'exécutif. Sinon, on aurait laissé le ministère de l'Intérieur organiser les élections. Le ministère des Finances n'a rien à faire là-bas. Même pas l'IGF, contrairement à ce qu'on prétend. Parce que la CENI rend compte après gestion à la Cour de compte et à l'Assemblée. Donc, si l'IGF peut venir contrôler, ça doit être sur demande du président de la CENI. L'IGF ne peut pas s'immiscer et venir.
je ne fais pas ici, je ne suis pas les chantres du détournement de la KBJ. Hein, d'ailleurs, vous le savez, nous, aujourd'hui, mais il faut qu'on soit conscient. C'est d'ailleurs la question que j'allais poser. Comment vous pouvez dire ça quand on sait déjà que dans les polémiques, là, le ministre des Finances a accusé la CENI de la surfacturation. Il y a déjà des indices qui nous mettent sur le chemin d'un détournement et des personnes véreuses qui vont chercher l'argent. Lorsqu'on est dans la chaîne des dépenses et qu'il en est ainsi, les ministres des Finances savent à qui s'adresser. Il y a les parquets qui sont là pour ça. S'il y a surfacturation, qu'on ouvre une action judiciaire. Mais ça ne lui donne pas le droit de se substituer à la CENI pour commencer à passer les commandes au nom de la CENI. Les compétences sont d'attribution. Ils ne se présument pas et on n'usurpe pas. Sinon, on est dans un cas d'usurpation d'attribution et d'excès de pouvoir. Ce qui n'est pas dans les attributions des ministres des Finances. Donc je ne me fais pas les chantres des détournements. S'il a constaté qu'il y avait surfacturation, c'est un acte pénalement qualifiable. C'est une tentative de détournement des deniers publics. Pourquoi il n'a pas saisi le président de la CENI relève du procureur général près la Cour de cassation. Pourquoi il n'a pas saisi? Donc il faut qu'on évite l'amalgame. Il y a derrière tout ça cette velléité de pouvoir mettre une CENI dépendante financièrement du pouvoir et donc de lui mettre le couteau sur la gorge. Et ça, on ne veut pas. Donc ça, c'est parmi ces contraintes qu'on a trouvées majeures. Et comme les perspectives sont très claires, vous avez un camp qui est le camp du chef de l'État, qui est au sein de l'Union sacrée et qui est dans les institutions, et qui a décidé de le soutenir dans la campagne à sa succession. Très bien, il n'y a pas de problème. Mais nous parlons des élections du futur, des élections de 2023 qui concernent l'ensemble du peuple congolais. Ce n'est pas la propriété de l'Union sacrée ou la propriété des adversaires de l'Union sacrée. C'est l'élément consensuel de tout le peuple congolais. Donc il faut un consensus électoral. Nous devons nous entendre sur les règles du jeu. Par exemple, on dit que les élections doivent être libres, inclusives, démocratiques et transparentes. Décortiquons les faits. La liberté des élections implique la capacité de pouvoir se mouvoir sur toute l'étendue du territoire national et de porter son programme. Aujourd'hui, vous n'êtes même plus en mesure d'organiser des manifestations à Kinshasa si elles ne sont pas pro-pouvoir. Sans qu'on vous excipe le fait qu'il y aurait d'abord Covid, alors que Gentini Ngobila peut organiser des manifestations, où on vous dit qu'il y a des itinéraires où vous ne pouvez plus passer, des zones dites neutres, qui sont totalement, chaque jour, non tenus en compte quand il s'agit de l'UDPS ou d'autres pro-pouvoirs. Donc vous comprenez que nous commençons à revenir à la case de départ. Et là, je vous parle de Kinshasa. Je ne parle pas du Katanga. Je ne vous parle pas du Grand Bandundu, du Congo central ou des autres provinces. Sans compter qu'il y a des provinces sous état de siège où les libertés publiques ne s'organisent pas. À quel moment nous allons discuter de ces questions? Ça, c'est pour les caractères libres. L'autre caractère de la liberté, c'est notamment pour vous les médias et les autres, le droit d'accéder aux médias publics, de pouvoir porter son programme, de pouvoir contester les bilans et de pouvoir proposer une alternative. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la machine sécuritaire commence encore à reprendre les mauvaises habitudes. Notamment quand on voit les cas de François Beya. Les cachots de la NER qui sont pas fermés. Et qui est là au-delà de... Je ne sais même pas sur quelle base, de quelle procédure 60 pénale. jours aujourd'hui. Oui, mais non, mais ils ont la réponse à ça. Ils disent qu'il s'agit d'une question de sécurité de l'État. Non, question de sécurité de l'État, c'est régi par la loi. C'est pas un fait bénin. La sûreté... On n'est pas dans les droits communs. Non. On est dans la sûreté de l'État. Non, le droit commun... Non. Il faut qu'on soit... Donc c'est déséquilibre sur la sûreté de l'État est régie par des textes. Ce n'est pas par l'arbitraire. Sinon, c'est très facile de dire qu'il y a sûreté de l'État. Oui, mais la sûreté de l'État est régie par quelle loi? Donnez-nous une disposition. Et est-ce qu'une sûreté de l'État est supérieure à la Constitution? La Constitution vous dit toute personne qui est privée de sa liberté, ne peut pas faire une garde à vue qui dépasse 48 heures. Bon, est-ce que la Constitution avait écrit sauf en cas de sûreté de l'État? Non. Donc François Béalas, on est dans l'arbitraire. On est dans l'arbitraire. Ces droits sont donc en train d'être violés. Bien entendu. Ou bien il est coupable des faits et que vous avez suffisamment des éléments, mais mettez-les à la disposition de la justice. Parce que là, ça fait quand même plus de 60 jours. Mais c'est très dangereux. Ici, il semble qu'il ne voit pas son avocat, il ne voit pas sa famille. Or, la Constitution dit que le droit à l'avocat, même devant les services de sécurité, est garanti. Donc vous comprenez, ça, ce sont des signaux. J'ouvre une parenthèse sur François Béa. Ça vous fait mal que ceci arrive sous les régimes de Tshisekedi avec lesquels vous étiez dans la rue hier? Évidemment.
Évidemment. Parce que c'est pour ça que l'UDP se battait et descendait avec vous dans la rue. Non, parce que d'abord le président, lors de sa campagne électorale, avait déjà dit, et il avait tenu parole, que s'il prend le pouvoir, l'une des premières décisions, c'est de fermer tous ces cachots. J'étais d'accord parce que moi, je m'étais aussi dit, si je prenais le pouvoir, c'est la première chose que j'aurais faite. Mais alors, maintenant, ça reprend. Où on a tous les éléments et on les juge. Moi, je ne statue pas sur l'innocence ou la culpabilité. Non, mais il est présumé innocent. Hein. Non, oui, mais je ne statue la pas sur... d'innocence doit être... Je ne statue pas sur ça, justement. Je statue sur les droits procéduraux. Parce que si on le fait à un bois vert, qu'est-ce qu'on ne fera pas au bois sec? Vous voyez, c'est ça qui est dangereux. Et les lois sont là pour nous protéger. On vous prive de votre liberté, seul un juge doit vous condamner pour que vous soyez emprisonné. Et quand on est au-delà de ces délais, on n'a même pas le droit d'exercer des recours, des demandes de liberté provisoire, etc. Parce qu'il n'y a aucun acte de procédure qui vous prive de la liberté. On est dans l'arbitraire. Et ça, c'est dangereux. Ce n'est pas ça un état de droit. C'est un déni de justice et c'est un acte qui est condamnable. Mais c'est contre ça qu'on s'était plaint au sujet de Kalev. Donc on doit évidemment tenir compte de ça. Mais voilà, donc dans le contexte électoral, vous voyez, il y a cet ensemble de situations qui deviennent dangereuses. Donc on dit, bon, qu'est-ce que nous faisons? C'est la question que j'allais poser. Que ce soit dans le contexte, que ce soit dans les contraintes, que ce soit là où vous évoquez maintenant les perspectives, vous brossez comme ça pendant 10 minutes que vous parlez, une situation sombre. Moi, je commence à avoir peur, maître. Est-ce que c'est encore possible de recoller les morceaux? Il nous reste 1 année et demie, quelque chose comme ça. Vous pensez que le régime peut amener à éclaircir l'horizon pour que nous ayons des élections apaisées? C'est justement ça, l'appel à la responsabilité. Permettez que je finisse les choses dernièrement sur les caractères. Par exemple, je parlais libre, démocratique, etc. Je peux parler même d'inclusivité. Les questions d'inclusivité nécessitent un élément clair et précis, c'est de permettre à tous les Congolais qui ont rempli les conditions d'être candidats. C'est pas venir en pleine... Il n'y aura plus de conditions. Oui, ben, la Constitution indique quelles sont les conditions pour être candidat président de la République. La loi électorale les dit. Donc il ne faut pas venir en cours et venir commencer à tripatouiller des textes qui créent de la discrimination et mettre les gens... Donc l'affaire déjà des pères et des mères pour vous... Non, mais d'abord, j'ai eu beaucoup à le défendre ici. Je donne toujours souvent 2 arguments constitutionnels fondamentaux. Le premier argument, c'est que la Constitution a déterminé les critères de la nationalité. La loi sur la nationalité l'a déjà dit, cette nationalité peut être transmise par l'un des ascendants, soit le père, soit la mère. Et à partir de là, dès qu'on a la nationalité congolaise, on l'exerce pleinement, sans discrimination. Et ce n'est pas lié à la couleur de notre peau, à nos convictions religieuses ou à quoi que ce soit. On a déjà déterminé cette question de nationalité, je vous l'avais dit, et cette question de nationalité est l'issue d'un long processus de paix qui crée l'un des grands équilibres dans lesquels nous évoluons. Donc il faut arrêter d'être pyromane. Des deux, soyons sérieux. Laissez le peuple trancher. Tout Congolais qui remplit les critères est candidat. C'est le Congolais qui dira tel a une loyauté en demi-teinte, tel on n'a pas confiance. Pourquoi vous voulez déjà en amont écarter les gens? Le consensus électoral, c'est déjà la possibilité de tout le monde à pouvoir compétir et ne pas créer des suspicions illégitimes sur l'éligibilité des gens qui ont rempli tous les critères. Donc il y a ça. Et je vais être même très clair avec vous. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, dans mon analyse de la scène politique, nous avons 4 à 5 pôles d'exercice où s'agrègent en fait les identités politiques. Vous avez le pôle Félix Tshisekedi, il est déjà candidat à sa succession. Donc l'Union sacrée, l'UDP, c'est tous ceux qui se mobilisent pour sa succession. Ça, c'est le premier pôle. Vous avez l'autre pôle de Joseph Kabila, PPRD, tout dans le groupe dit kabiliste. Sauf que Joseph Kabila n'est plus éligible. Mais on parlera de ça aussi vers la fin, parce qu'il y a un grand débat qui s'ouvre là-dessus. Non, c'est un grand faux débat. Il n'est pas éligible, c'est tout. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Le sénateur a vu. Il n'y a aucun texte. Il n'est pas éligible. La Constitution l'a dit. Vous avez le droit d'être congolais. Dites-nous, quel est cet article de loi qui dit que le président de la République n'est pas candidat à président de la République après avoir quitté le pouvoir? C'est ça. Vous savez, c'est toujours... Si vous vous accrochez à l'article 70, ils ont un argument là-dessus. C'est les mêmes groupes de braconniers juridiques qui étaient partis faire pondre à la Cour constitutionnelle, restent en fonction jusqu'à ce qu'il voudra organiser des élections.
Ce qui était quelque chose, une sorte de... Bon, permettez-moi, je vais rester poli. Donc, c'est des situations... Renouvelable une fois. On ne peut renouveler que quelque chose que l'on a. C'est ça l'argument. Alors où nous parlons, Kabila n'a pas le pouvoir, il n'a rien à renouveler. Mais non, quand on renouvelle, on ne renouvelle plus. On avait... Et on a pris à la loi et ça s'arrête là. Non, la loi ne dit pas ça. Non, ça c'est un problème d'interprétation. Elle ne dit pas ça. Elle ne fais pas dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit. Cher ami, on a des précédents dans le monde. Vous ne citerez aucun cas de précédent là-dessus. C'est tout. On essaie juste de réinventer. Non, mais s'il y a des gens qui ne le font pas pour raison de moralité en France, comme en France par exemple. Non, ça n'a rien à voir avec des raisons de moralité. C'est ça les prescrits constitutionnels. Vous êtes juriste? Je suis juriste et je vous l'ai dit. Et quand ils vous opposent l'article 72, Pierre Perrault, nous risquons... On ouvre une parenthèse, on va revenir sur ce que vous disiez. Je vous l'ai dit. Oui, citez-moi votre article 72. Non, je parle. Allez-y, oui. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est tout. Renouvelable une seule fois. Oui. Quand le président est possesseur du mandat. Or ici, nous sommes dans une situation où Kabila n'a... Qu'est-ce que Kabila a renouvelé? Il a déjà laissé. C'est ce qu'on appelle le sophisme. Il a été élu, il a renouvelé et on lui a donné les mandats des sénateurs à vie. Point barre. Qu'est-ce que vous voulez chercher? Vous allez tourner... Non, mais quand il vous donne l'article 72, qui donne les conditions pour lesquelles... les conditions pour devenir président de la République. Nullement, on dit là-bas que ne peut pas être président de la République un ancien président de la République. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais avoir une lecture sectorielle et sectaire de la Constitution. Vous venez de lire l'article 70 qui ne contredit pas l'article 72. Mais vous voulez prendre maintenant un article postérieur alors que l'article 70 a fixé le contexte. Il a été élu, il a renouvelé, c'est fini, il est sénateur à vie. Le reste, ça c'est des braconnages, c'est des braconniers du droit. Vous voyez, ils essayent de ramener une petite tambouille pour défendre leur propre chapelle. Je n'ai pas le temps pour ces polémiques-là, cher Perrault. Ce n'est pas par orgueil, c'est juste une perte de temps. Donc, pour vous, c'est niet. Kabila n'a pas le droit d'être président. Il n'a pas le droit, c'est tout. Quand on nous dit que c'est par rapport à la possession, il ne possède plus les mandats. C'est du braconnage. Du braconnage juridique. Ça, c'est du sophisme. Ça n'a rien à voir. Revenons à ce que vous disiez, maître. Okay. On va terminer. Donc, je disais que cette question d'inclusivité est extrêmement importante parce que vous pouvez créer des Congolais de seconde zone. Tous les Congolais ont le droit de compétir. Et surtout maintenant, on a aussi la question maintenant de nous retrouver pour élaborer les règles du jeu. Les élections, comme je vous ai dit, ne sont pas la propriété de la majorité, ni de l'opposition. C'est l'exercice de la souveraineté où vous, moi, nous tous qui sommes ici et les chefs de l'État, nous avons une voix et elle doit compter. Et les jours de scrutin, nous devons avoir toutes les garanties de transparence et toutes les garanties de bon déroulement. Donc c'est maintenant que nous devons tous nous retrouver et fixer les règles du jeu. Donc, bon, s'agissant de la liberté, comment nous faisons? La liberté de nous mouvoir, la liberté d'accéder à tous nos électeurs, les médias, etc. Les dépôts des candidatures et ce qui s'ensuit. Le fait que de ne pas instrumentaliser les services de sécurité pour un certain camp. Le fait de ne pas faire sa campagne avec les biens de l'État. Qu'est-ce que nous devons intégrer dans la loi électorale? Par exemple, la prohibition des combinaisons des élections, des candidatures à 2 degrés. Vous êtes député provincial, député national et vous avez poursuivi une sénateur et vous devenez ministre. Là, vous vous êtes remplacé par madame, là, par votre fils et là, par votre cousin. Tout ça doit être interdit. L'obligation d'afficher clairement à quel camp politique on appartient, sauf quand on est indépendant, pour qu'on puisse savoir si vous êtes du PPRD, vous êtes du PPRD. Si vous êtes de l'UDPS, vous êtes de l'UDPS. Si vous êtes d'ensemble, vous êtes d'ensemble, etc. Les questions politiques à vider, effectivement, c'est est-ce que l'éligibilité ou non de Jean-Pierre Bemba, est-ce que la subornation des témoins signifie qu'aujourd'hui il est inéligible à vie, ou bien ça concernait uniquement les élections qui étaient immédiatement organisées après sa condamnation? Donc ça, ce sont des choses, moi j'ai ma lecture, elle est très simple. Il a purgé sa peine. Il a payé. Il a payé son prix à la société. Et il a été inéligible pour les élections immédiatement organisées après sa condamnation. Mais pour les autres élections, vous ne pouvez pas dire que l'hypothèque le poursuit, pour une raison simple. Sinon, alors, ce n'est plus une affaire d'inéligibilité pour subornation, c'est une inéligibilité à vie. Or, ce n'est pas ça la volonté du législateur. Mais pour éviter tout donc, un violeur qui a purgé sa peine ne peut pour vous devenir candidat président de la République? Parce qu'il a déjà été condamné pour viol. Il a été condamné. Il a purgé sa peine, il peut donc être candidat pour vous. Mais non, attention, que dit la loi électorale? Est-ce que vous êtes même sûr que les condamnés pour viol sont inéligibles? Lisez la loi électorale. Donc ça, c'est déjà une chose. Vous voyez, où vous voulez ajouter. Mais si quelqu'un a été condamné et qu'il a purgé sa peine, on parle d'éligibilité, on ne vous dit pas qu'il sera élu.
C'est la population qui va choisir. Et c'est la campagne qui va démontrer la personnalité de tout le monde. Mais si quelqu'un a purgé sa peine, vous voulez qu'il continue à la porter toute sa vie? C'est ça la volonté du législateur. Donc il faut qu'on soit cohérent. Nous avons ici des gens qui ont pris des armes dans ces pays, qui ont dirigé des territoires où des troupes étrangères ont massacré nos propres populations. Ils ne sont pas au pouvoir. Vous pensez qu'ils ne sont pas encore aujourd'hui dans les camps du pouvoir. Donc je crois que de ce côté-là, on doit un peu être réaliste et surtout être légaliste. Donc voilà, toutes ces questions-là exigent que les gens se retrouvent et lèvent des options claires et nettes. Aussi, la question fondamentale des contentieux électoraux. Souvent on n'y pense pas, on se limite trop sur la CENI et son indépendance. Mais les juges de la Cour constitutionnelle ou bien du Conseil d'État, en règle générale, pendant les contentieux, on a tendance à les prendre par les régimes, les loger dans les hôtels pour dire qu'on va les sécuriser. Ça, c'est une situation dangereuse. C'est une prise d'otage, en fait, en réalité, pour que le pouvoir les repose. Surtout que maintenant, le président de la République sera candidat à sa propre succession. Donc, quand il envoie la police ou la garde républicaine aller sécuriser les juges de la Cour constitutionnelle ou aller sécuriser les juges du Conseil d'État, on est dans quelle logique, là? Donc, c'est les caractères républicains des forces armées et le président qui est candidat. Donc, toutes ces questions doivent être vidées au cours d'un cadre extra-parlementaire, extra-institutionnel, où nous parlons tous, en tant que partie prenante au succès du processus électoral. Comment la CENI va organiser la transparence, question importante. Le président de la CENI s'est engagé. Il dit très bien, cette fois-ci, on va afficher les résultats bureau de vote par bureau de vote. Je les prends au mot, parce que nous allons lancer bientôt, et je viendrai en parler avec vous au plateau, la vigilance citoyenne électorale, où tous les citoyens congolais seront devant tous les bureaux de vote. Et aucun membre de la CENI ne quittera le bureau tant qu'il n'a pas affiché les résultats, parce que c'est une obligation légale. Donc il faut aussi les afficher sur les sites internet de la CENI, pour que les gens y accèdent. Et que la Cour constitutionnelle ne vienne plus opposer aux gens le fait que vous n'avez pas apporté les preuves de vos allégations, alors que la même Cour constitutionnelle reçoit de par la loi les plis des résultats électoraux que la CENI lui transmet. Les statuts procéduraux de la CENI. C'est la décision de la CENI qu'on attaque normalement dans les contentieux électoraux. Mais la même CENI dont on attaque la décision est aussi en même temps expert. Il faut que la CENI soit partie à la procédure. Elle ne peut pas être experte. Donc si elle n'est pas experte, qui sera expert en matière électorale? Est-ce que puis on peut aussi organiser un système d'observation avec des juges internationaux de la francophonie ou d'autres pays qui ont eu à gérer des contentieux électoraux, qui soient là pour voir comment ces choses sont en train d'être tranchées par nos juridictions et les difficultés qu'ils ont. Allez, alors, ça c'est le décor que vous plantez. Est-ce possible que l'horizon s'éclaircisse au regard de ce que vous dites? Absolument. Vous avez vous-même parlé de la désignation du président de la CENI. Il y en a qui disent qu'ils partiront pas si lui n'est pas là. Il se pose un problème. Vous avez des gens qui ont été débauchés, qui ont été envoyés au bureau de la CENI sans l'aval de leur parti politique. Est-ce qu'on peut régler ces problèmes-là? Êtes-vous optimiste? Parce que moi, là, vous avez peint les décors, je les répète encore. On sent que tout est sombre, tout est noir, maître. Parce que je suis factuel. Je n'ai pas cherché à surréagir ou à noircir ce qui ne l'est pas. Je vous donne des éléments fiables, vérifiables, et vous êtes un homme de terrain, un homme de l'information, pour corroborer ou pas mes propos. Oui, tout est possible si notre classe politique est en train de jouer les jeux. Je vous ai dit, Madame Linda Thomas, elle est la représentante des États-Unis aux Nations Unies. C'est l'ambassadrice, elle a succédé à Nikki Haley. Et elle siège au Conseil de sécurité. Donc, lorsque des personnalités de ces niveaux-là, vous vous rappelez, le rôle de Nikki Haley pour débloquer les processus électoraux dans notre pays, vous disent qu'ils sont prêts à nous accompagner pour les questions de transparence, pour les questions d'inclusivité, pour les questions de crédibilité de nos élections. C'est une opportunité énorme qui démontre qu'il y a des pistes de solutions. Non, on ne va pas le faire. Au nom de notre souveraineté. On connaît la rhétorique. Vous n'êtes pas souverain. Ils le diront. Vous n'êtes. Vous savez. Le Congo est un pays souverain, indépendant depuis 1960. Mais il est membre des Nations Unies. Vous n'allez quand même il est membre des Nations Unies. Pourquoi notre président de la République part en tournée aux États-Unis? Il n'est pas souverain. On est dans les relations multilatérales et bilatérales. Ça ne porte pas atteinte à la souveraineté. Aucun État n'est souverain pour tricher, galvauder et truquer les élections. Parce que là, il porte atteinte au droit du souverain suprême qu'est le peuple. Il n'y a pas d'exercice beaucoup plus concret de la souveraineté
pour un peuple que le droit d'élire ses dirigeants. Alors, donc pour vous, la souveraineté, c'est le droit d'être dans l'arbitraire, dans la tricherie, truquer, tronquer, débaucher. Et puis vous criez à la souveraineté. Non. Dans ce cas, le peuple se prend en charge. Les Congolais vous regardent, maître. Qu'est-ce que nous devons faire pour élaguer tous les problèmes que vous peignez là? Est-ce que vous-même, vous êtes optimiste que nous pouvons, là où nous sommes, avoir des élections libres, transparentes, crédibles, comme vous les brossez là? Est-ce que c'est encore faisable? C'est encore possible? C'est encore possible parce que l'inverse signifie que vous n'avez aucune garantie que nous aurons encore d'élections dans ces pays. Vous le savez. Qu'est-ce que nous devons faire pour concrétiser vous le cette savez mieux possibilité? que quiconque. Il y a une grande lassitude, une grande colère, une forte frustration de notre population. Je ne parle pas seulement de Kinshasa. Je parle sur toute l'étendue du territoire national. Il y a un discours dangereux, un discours ethnique et de haine qui continue de plus en plus à être alimenté. Et c'est très dangereux. La seule situation qui puisse apaiser, et ça j'en appelle à la responsabilité de nos dirigeants, c'est que pour ce processus-ci, qui est le processus de la dernière chance, pour l'unité nationale, nous puissions tous être responsables. Et là, vous êtes conscient que ce que j'ai dit, ce n'est pas du tout une exagération. C'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme. Les gens doivent se mettre ensemble, élaborer les règles du jeu. Que celui qui l'emporte vraiment. Que celui qui représente quelque chose participe. Et que la population choisisse. On ne veut pas déjà des jeux qui sont faits, un groupe qui dit on a notre CENI, on a notre cour constitutionnelle, on va imposer les résultats. Vous risquez de l'imposer seulement dans votre chambre. C'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est l'unique, le dernier sursaut démocratique. L'expérience d'autres pays en Afrique commence à nous démontrer les bruits des bottes à cause de l'égoïsme et de l'irresponsabilité de nos politiciens. Mais moi, je persiste à croire que nous avons, et dans les camps présidentiels et dans les camps des opposants, des hommes d'État qui peuvent transcender leur ego par rapport à l'enjeu de la survie de la nation et de l'unité nationale pour que nous puissions organiser. Et ça, c'est l'unique condition. Vous n'organiserez pas. Vous ne garantirez plus l'équilibre dans ces pays si vous excluez des candidats. Il faut oublier ça. C'est une tricherie et ça n'amènera nulle part. Ça va juste créer des frustrations et ceux de la communauté et de l'intéressé ne vont plus se sentir intéressés par l'affaire et vous ne savez plus recoller les morceaux. Vous ne le saurez pas non plus si vous utilisez les moyens de l'État à votre propre service et vous commencez à brimer et à frustrer les autres. Kabila a essayé. Vous croyez qu'il n'avait pas envie de maintenir Chadari? Nous en sommes où? Donc nous devons être sérieux. Comment il a quand même imposé Tshisekedi? Vous avez dit que c'était Martin Fayulu qui avait gagné les élections. En ce qui nous concerne, à cette époque, je vous l'avais dit, vous m'aviez encore posé la question. Vous avez dit que les résultats n'étaient pas celui. Évidemment, nous persistons à les croire. Donc si Tshisekedi est au pouvoir, c'est Kabila, selon vous. C'est vous qui l'avez dit. Alors, j'apprécie beaucoup votre manière de tourner vos propres conclusions. Non. Vous m'aviez posé la question ici, nous avions dit que nous n'avons jamais vu les vrais résultats. Vous avez dit que... Nous n'avions jamais eu les vrais résultats. Et nous avons continué. N'était pas la vérité des urnes. Absolument. Nous persistons à les croire. Mais alors maintenant, vous avez dit... Mais attention, pourquoi Kabila? Mais continuons. Puisque vous voulez entrer dans cette polémique, cher ami, dans ce cas, pourquoi Kabila n'avait pas imposé Chadari? Non, parce que vous dites... Parce qu'il y a eu un rapport de force sur terrain. Vous vous contredisez vous-même. Écoutez-moi, il y a eu... Non, pas du tout. Je suis très cohérent parce que vous voulez juste que je dise ce que vous entendez. Il y a eu un rapport de force sur terrain. Et les jeux de Kabila, en permettant plutôt que ce soit Félix à la place de Fayulu, a eu cette incidence et que ça a permis de disloquer le bloc uni qui était en fait l'opposition à la société civile. Parce que certains se disaient, bon, en fin de compte, c'est toujours quelqu'un de l'opposition. Même le cardinal Ambongo avait dit, bon, pour autant que maintenant, il puisse amener l'agenda pour lequel le peuple se bat. Ok, c'était ça la... Et aujourd'hui, vous pensez qu'il a amené cet agenda-là? Mais écoutez, si aujourd'hui nous dressons ces tableaux, c'est que nous avons un problème. Donc c'est une déception pour vous? En tout cas pour beaucoup. Et c'est dommage parce qu'il peut encore bien faire. Et l'une des choses qu'il puisse bien faire, c'est de permettre, et j'insiste là-dessus. Allez-y, allez-y. J'insiste là-dessus, c'est de permettre que les prochaines élections se fassent de manière crédible et transparente. Parce que nous ne jouons pas que la survie de notre démocratie. Nous jouons là la survie de notre pays en tant qu'État uni. Et ça, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Arrêtez de nous intimider. Je ne vous intimide pas. Vous voulez faire peur aux gens pour rien. Parce que c'est la réalité. C'est parce que c'est la réalité. Arrêtez de nous intimider. Descendez dans la rue,
aller au Kanluka, aller à Paikungila, aller à Chikapa, aller à Mbujimaï. Le président de la République était parti en tournée là-bas, non? Il n'a pas entendu le peuple. Le président n'était pas à la fin de l'année au Grand Kasaï. Et là aussi, les Kassaïens étaient en train de l'intimider. Ah non. Maître Diakese, vous peignez le tableau de la situation. On a quand même des autorités. Est-ce que vous êtes rassuré par la gouvernance de Tshisekedi? Vous pensez que le régime Tshisekedi va nous amener aux élections crédibles et transparentes telles que vous les dites là? Si et seulement si, comme on disait en algèbre, il l'arrête avec les systèmes qui voulaient faire du Kabila sans Kabila. Le président est issu d'un combat démocratique. Donc, qu'il arrête avec vous voyez, il s'est créé, oui, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, l'union sacrée, qui aurait dû être le regroupement de toutes les forces vives pour remettre les pays sur les rails, parce que il y avait un blocage entre des tendances irréconciliables, d'un groupe qui avait un passif totalement détestable dans la gestion du pays et dans les dernières années sur les questions démocratiques, et eux qui pensaient porter l'espoir. Mais lorsqu'il s'est juste mis dans le costume de Kabila, en ayant maintenant son propre FCC, hein, FCC c'est quoi? Force, hein? Front commun pour le changement. Front, donc son propre FCC, et du coup, il trouve que ça ne sert plus à rien de continuer avec l'agenda démocratique, mais plutôt de consolider mes propres assises politiques pour ma propre réélection. Il fait exactement. Donc ça veut dire à l'heure où nous parlons là, il ne vous rassure pas. Tshisekedi ne vous rassure pas. Non, parce que je viens de vous citer le cadre. Je suis factuel. Ce n'est pas tant la personne de Tshisekedi. Il ne serait pas là, les problèmes resteraient entiers. Vous comprenez? Ne l'épargnez pas, c'est lui qui est au pouvoir quand même. Non, mais je voulais dire... Soyons clairs, soyons directs. Non, parce que je n'aime jamais entrer... Je sais que vous ne voulez pas la polémique, vous voulez rester... Si je dois entrer dans un plateau pour ne parler que de Tshisekedi du début, ça me fatigue. Je suis venu parler Congo. Je suis venu parler de la lutte que nous avons menée. Non, mais la lutte est portée par des individus. Effectivement. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Non, on ne fait pas des débats des hommes, on fait des débats des idées. Ah, si. Les idées sont portées par les hommes, il faut y croire. Les idées sont portées par les hommes. Notre lutte à nous avons laissé... Notre lutte... Votre lutte a été faite par des hommes. Non, notre lutte, nous avons laissé des gens qui ont été rafalés et tués sur les parvis des églises. C'est au-delà. Nous parlons du Congo. Cette question ici n'est pas que la personne de Tshisekedi. L'institution présidente de la République qui l'incarne a des obligations sur ça. Mais elle est tributaire de la responsabilité de la classe politique et de manière ultime du peuple qui se prendra en charge à un moment donné parce qu'il ne veut pas non plus perdre son pays. Donc effectivement, le reste, notre peuple appréciera les bilans. Déjà 57 minutes depuis qu'on a commencé cette émission, je ne m'en suis même pas rendu compte. Les Congolais vous regardent, maître, on va terminer. Vous leur dites quoi? Croyez en l'avenir, on aura des bonnes élections, ou ils ont leur part des responsabilités pour que nous ayons des bonnes élections. Quelle est cette part des Congolais qui vous regardent pour aider le pays à avoir des élections crédibles? Notre peuple a toujours été brave et a répondu présent à beaucoup de rendez-vous de l'histoire, mais il a très souvent été trahi par ses politiciens. Aujourd'hui, nous devons reconnaître une chose, c'est que notre classe politique est à 90% caractérisée par des individus sans idéaux. Hein, je peux même dire, comme Mouzé disait, il y a beaucoup dans notre classe politique qui constitue en fait un conglomérat d'opportunistes qui recherchent le pouvoir pour les avantages que ça leur apporte. Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui n'aiment jamais être dans l'opposition. Hein, ils sont automatiquement, même si légalement, constitutionnellement, et selon les pratiques parlementaires, ils ne relèvent plus du pouvoir, ils quittent leur propre camp et vont dans les camps du pouvoir en place. Donc ça démontre déjà que nous n'avons pas beaucoup d'espoir à attendre d'une telle classe politique. Mais si nous devons nous battre pour amener le sursaut citoyen nécessaire au renouvellement de la classe politique. Moi, je parle de renouvellement, pas de rajeunissement, parce que ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème de mentalité. Alors, c'est maintenant. Et 2023, ça se prépare maintenant. Nous devons maintenant participer à toutes les initiatives, à toutes les mobilisations, à toutes les sensibilisations, pour que le contexte que nous avons placé puisse apporter des bons résultats. Nous avons des amis à travers le monde qui n'ont pas forcément besoin d'un Congo qui puisse se disloquer. Mais une chose est certaine, les élections à venir constituent en fait les dernières qui peuvent encore nous permettre de sauver ces pays. Et nous ne permettrons pas que des gens puissent gâcher cette opportunité. Et si jamais les gens ne comprenaient pas, vous êtes prêts à reprendre les manifestations comme vous l'avez fait? Qui vivra verra. C'est-à-dire,
Qui vivra Vous allez verra. encore prendre des églises là-bas, transformer, faire des 50-50. Qui vivra verra. Signer des contrats avec les hommes politiques qui, après, quand ils arriveront. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter mes vœux de rétablissement à Jean-Marc Kabound. 50-50. Il parlait des 50-50, mais qu'on se calme à ce niveau-là. Il n'avait jamais apporté des 50. Vous vous rappelez, avant que les CLCN commencent à se mobiliser, Jean-Marc Kabound s'était fait arrêter au siège de l'UDPS, non? Vous vous rappelez? En ce moment-là où étaient ces 50. Il s'était fait arrêter et amener. C'est la première fois d'ailleurs un secrétaire général de l'UDPS. Pour la première fois dans l'histoire, c'est face arrêté devant les sièges. Et ces 50 avaient fui. Et ils sont partis tous au commissariat là, de l'échangeur, où c'est Martin Fayoul qui était parti à sa rescousse. Donc on se calme un peu à ce niveau-là. Personne n'a le monopole du peuple congolais. Le peuple congolais, je vous l'ai dit, depuis 1959 jusqu'en 2017, s'est levé. Bon, écoutez, on peut dire... Alors dans ces cas, c'est très clair que c'est à ce niveau-là pour la mobilisation, c'est les CLC. Ah bon? Demandez à Joseph Kabila. On verra. Maître, ça a été un grand plaisir. C'est toujours... Je sais que vous êtes un amoureux de football, mais condoléances, on n'est pas allé au mondial. Ça a été une forte humiliation. Et j'ai un de mes fils qui a beaucoup d'amis marocains et qui m'avait dit qu'il a dû fermer son téléphone. Donc, c'est pour imaginer, les effets collatéraux. Mais comment vous trouvez ceux qui se réjouissent en disant c'est l'Union Sacrée qui a perdu parce qu'ils avaient politisé le match? Tu sais qu'il a même jeté sa minerve pour aller au match là-bas et que si on avait gagné, l'Union Sacrée qui n'a pas de bilan allait... Non. Si Tshisekedi n'était pas parti, on lui aurait reproché de ne pas être parti sans rehausser le moral. Moi, je trouve que c'est très bien que les chefs de l'État se déplacent et ça donne l'importance à l'événement. L'événement était important. Nous n'avons juste pas répondu présent. Mais les matchs contre le Maroc doit nous interpeller et nous faire comprendre qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus de sérieux dans l'organisation de certaines choses. Le football, ça se prépare, c'est un cycle, un processus, c'est déjà au niveau des pépinières, des écoles de football. Il faut prendre l'expérience chez les autres. C'est une génération qui participe au mondial et peut-être préparée 16 ans avant. Vous voyez, et il ne faut pas croire qu'on va juste racoler des professionnels, des gens qui jouent dans des clubs en Europe et tenter d'en faire une équipe. Une équipe, c'est un tout, c'est une philosophie, c'est une mentalité, c'est une osmose. Donc il faut le faire à l'avenir et préparer déjà les autres mondiaux à venir dès maintenant. Qu'est-ce que vous dites de la nouvelle incursion du M23 dans l'Est de la République? On voit une sorte de jeu de ping-pong ou plutôt de rétropédalage, il va, il revient. Le gouvernement qui accuse le Rwanda, qui le lendemain, Mouyaya lui-même, il fait un comeback. Vous les jugez comment? J'ai été offusqué. J'ai été offusqué de voir que notre porte-parole du gouvernement a désavoué en fait nos troupes sur terrain. Et ça, c'est totalement inadmissible. Vous avez été choqué par ce que Mouyaya a fait? J'ai fait un tweet. J'ai dit... Winston Churchill avait dit à M. Chamberlain, qui était parti négocier la paix avec Hitler, dit, vous avez évité la guerre au prix du déshonneur. Maintenant, vous aurez et la guerre et les déshonneurs. J'étais très content quand j'ai vu notre ministre clairement cité, et nous le savons, c'est le Rwanda qui est derrière les M23. Les M23 n'est que l'un des derniers avatars qui a commencé du RCD en passant par le CNDP pour produire les M23. Le parrain, c'est le Rwanda. On le sait tous. Ou alors nous aurions dû nous taire, mais en tout cas, pas désavouer notre... Les voir rétropédaler le lendemain de son interview sur TV5 Monde, ça vous choque, hein? C'était pas sur RFI. Non, il a parlé sur TV5 Monde, où il était direct, il disait c'était le Rwanda. Le lendemain sur RFI, il revient sur ses propres... Ça m'a offusqué. J'ai eu mal pour lui. Apparemment, il s'est fait tirer les oreilles la nuit. Là. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas avec lui la nuit. Je n'ai pas l'habitude de passer la nuit avec lui. Mais donc, moi, ce qu'il y a, c'est que ses propos m'ont offusqué.
en tant que Congolais, et aussi parce que nous avons nos troupes là-bas et que nous savons le rôle nocif que le Rwanda joue dans notre pays. Oui, ça m'a offusqué. Est-ce que le problème aussi, c'est pas la diplomatie menée par Tshisekedi quand il présente Paul Kagame? Vous vous dites que c'est lui le problème, on sait que le Rwanda est pour quelque chose. Mais votre président de la République dit que c'est mon frère, c'est mon ami. Ouais, mais ça a eu un avantage au moins. D'un côté, il y avait Kabila qu'on essayait de traiter des Rwandais, des pro-Rwandais, etc. Mais que Kagame dit qu'il était plus dur à cuire et la rhétorique d'ailleurs anti-rwandaise a plus été la rhétorique kabiliste. Hein, de Mouzé via les PPRD et tout, l'AFDEL et tout, c'est après 98. Donc l'ennemi à abattre c'était le Rwanda. Ça a toujours été la rhétorique. Bon. On aurait pu dire, voilà, le pouvoir congolais est va en guerre, il n'est pas pour la paix, il n'est pas pour les bonnes initiatives, etc. Bon, après on a eu un pouvoir beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus collaborant, et on a exactement les mêmes résultats. Donc on doit en tirer les conséquences. Qu'on sourit, vous nous agressez, qu'on se fâche, vous nous agressez, alors fâchons-nous, et puis on s'agresse entre nous. Fâchons-nous et agressons-nous. Mais quel est aujourd'hui l'avantage d'être ami avec le Rwanda s'il fait exactement la même chose même quand on était ennemis? Donnez-moi l'avantage. Vous en avez? Là, il faut demander au président Tshisekedi. Et qui demande à son frère Paul Kagame qu'en est-il exactement de la situation. À son frère Paul Kagame. Maître, merci d'être venu nous voir. C'est moi, merci beaucoup. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était Hervé Diakiese, porte-parole du CLC, Comité laïque de coordination. Comité laïque de coordination. Voilà, comité laïque de coordination. Avec lui. Comment va les personnes d'Aïwel, les... Bah, tout ce moment-là, on a d'Aïwel, il y a une personne d'Aïwel, Madame Gertrude Combé, avant, il y a... Enfin, il y avait une dame là, quoi. Si, attendez, mais maintenant, là, vous venez de... Oh là là, qui était au four et au moulin, là. Mais bon. Léonie Kando. Léonie Kando. Elle est là, mais elle n'est plus celle-ci. Ah, allons, hein. À quoi t'as pouvoir y attirer? Mais cher Perron, moi je ne suis pas là pour commenter les CV. Ça, je ne sais pas. D'accord. Allez, retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.